Alors, on a de l'union. Je pense que je dois atteindre près de 1000 personnes que j'ai vues en consultation personnellement, sur 14 ans. Mais aujourd'hui, on a, avec Jean Boller, regroupé 612 personnes qui sont dans cette base de données. C'est ça qu'on va vous donner, c'est-à-dire qui vous êtes en quelque sorte. On va dresser le portrait de ce que vous êtes. Alors, typiquement, je vous ai expliqué qu'il y avait, enfin, typiquement c'est pas une bonne formule, mais qu'il y avait la forme dite classique. Bon. Pour moi, elle est très rare, mais les frontières ne sont pas faciles à faire. Pas facile de dire, et ça n'a pas une grosse importance. Ce qui compte, c'est de traiter les symptômes, c'est ce qu'on fait. Si on a des douleurs, il faut traiter les douleurs. Si on a des troubles proprioceptifs, des difficultés à contrôler ses mouvements, il faut traiter ce trouble proprioceptif. Que ce soit le type 1 et 2, parce que regroupé avant c'était jusqu'à 11 types. Après c'est 6. Alors maintenant ils ont mis 1 et 2 en un seul, ça fait classique. Bon. Et puis nous, vous, pour l'essentiel, vous êtes 3. C'est notre chiffre, c'est 3. Voilà. C'est type 3. 4, 4 en même temps. Parce que le 4, c'est la pompe vasculaire. C'est absolument rarissime. La question se pose de savoir, est-ce que c'est une forme clinique, une variante très particulière où les tissus sont particulièrement minces, mais c'est une variante de la forme globale, ou bien est-ce que c'est une forme à part, parce que certains généticiens veulent en faire une forme complètement à part, ça s'appellerait plus Ehlers-Danlos. Je ne sais pas. Mais c'est aussi pour ça, pour chacun d'entre vous, ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'on le fait systématiquement depuis à peu près 1 an, j'aurais vu avant, il faut faire une recherche au niveau des vaisseaux pour voir, ça s'appelle une petite dilatation. On en trouve exceptionnellement, mais on pourrait en trouver. Il vaut mieux savoir qu'il y en a une plutôt qu'elle vous surprenne brusquement, là on l'attend pas. Alors, ces personnes qui font partie de cette base voilà, sont essentiellement des personnes qu'on appelle hypermobiles. Mobilité articulaire, c'est ce qui frappe. Ils ne sont pas tous si hypermobiles que ça en plus. La terminologie est difficile. Ce sont des femmes. Alors le chiffre était toujours autour de 80%, etc. Maintenant il est monté à 80%. Alors les âges moyens, on l'a regardé avec Jean Boller. Alors, j'ai pas d'interprétation, je les donne brutalement. Voilà, 21 ans chez les hommes et 30 chez les femmes. Ce qui est important, c'est pas l'âge de la première manifestation, c'est l'âge du diagnostic. Il y a un retard formidable, et ça, c'est pas acceptable. Et c'est ça qu'il faut combler entre les premières manifestations, mais ça commence très tôt, dès la conception, vous savez, et au moment de la naissance, on ne peut pas faire un diagnostic. Un petit bébé, on ne peut pas. Alors, au fil des années, on peut voir certaines choses, il ne faut pas s'affoler inutilement, mais bon, dans les premières années de la vie, on commence déjà à avoir des indications. Alors, quelquefois très tôt, mais rarement. Mais par contre, le retard diagnostique est quand même fantastiquement énorme. Aussi, 21 ans chez les femmes, 14 ans chez les hommes. La protection des hommes, c'est un peu particulier, il faudra la réétudier. Alors, ici, c'est une nouvelle fiche. Vous la connaissez parce que vous voyez rien du fond, mais c'est fait exprès. Cacher les choses, il faut ne pas vous embêter. Simplement, l'idée, ça a été de mettre sur un seul document les symptômes les plus habituels qu'on rencontre. Et une deuxième fiche, on va plus faire plus tôt comme un handicapologue, mais bon, c'est écrit par pas mal de choses et bousculé par tout ça, ça va être sur les conséquences fonctionnelles, sur la marche, sur la tension, sur la possibilité de rester debout, assis, de ne pas bouger, hein, c'est pas drôle, mais donc c'est ça, mais aussi les situations de la vie, pouvoir se coiffer, pouvoir se brosser les dents, etc. Donc tout ça, ça va être une fiche qu'on a d'ailleurs mis au point avec les généticiens qui ont adopté un système de handicap qu'on avait développé déjà pas mal d'années, et ça a été avancé du côté des généticiens, ça va être une fiche commune et qui servira pour les MDPH. Parce que le MDPH, qu'est-ce que c'est? Voilà, aujourd'hui, on a du mal à marcher, puis après on n'a plus de mal à marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça varie. Alors tout ça, on va arriver à le mettre de mieux en mieux. Ça, c'est une fiche très importante, un système de lien avec les médecins et avec les autres. Parce que ici, vous avez les grands symptômes. Alors, les grands groupes de symptômes, les douleurs, la fatigue, les troubles du sommeil, les manifestations articulaires, les ligamentaires, j'ai regroupé de façon un peu médicale. Vous ne voyez pas, mais c'est plutôt
on s'y reconnaît, c'est un peu par organe, par groupe d'organes. Les troubles proprioceptifs, la scoliose, etc., qui n'est pas très importante. Il n'y a pas de grande déformation. Il y a des formes qu'ils appellent psychoscoliotiques, etc. C'est une forme lambda chez les généticiens. D'autres personnes que j'ai rencontrées en sont peut-être comme ça, mais c'est vraiment rarissime. Donc le dos ne doit pas vous affoler, heureusement il y a un point qui n'est pas trop méchant. Et puis, une manifestation cutanée, évidemment c'est important, évidemment. Donc la fragilité, etc. Bon. L'hyper-étirabilité éventuellement, les problèmes de thermorégulation sont complètement oubliés. Beaucoup de gens ici sont frileux. Ils ont les sueurs, on a parlé tout à l'heure, on avait pensé que vous avez l'air. Et puis il y a quelquefois des poussées de fièvre. On ne sait pas, on n'a pas d'infection et il y a de la fièvre. Il faut qu'on clave les basses. Et puis il y a aussi des manifestations comme des palpitations, le syndrome dit de Raynaud, alors ça dans la population des Raynaud, c'est connu, mon train est arrivé, ça va être le docteur Montelaine. Voilà. Donc ces manifestations-là sont des manifestations vasculaires qui vont quelquefois avec le fait qu'ils peuvent avoir des varices, hein, ça c'est vrai. Il ne faut pas rentrer dans les détails, il ne faut pas trop y toucher. Hein. Et donc ceci, ça fait partie du syndrome vasculaire, mais pas dans l'esprit des selles vasculaires. Parce que eux, ils ne décrivent que les artères. Mais je leur dis, mais sur les bancs, posez ensemble, j'ai fait exposer chez eux, mais ce n'est pas les mêmes malades, peut-être. Mais pourquoi vous appelez vasculaire seulement après des problèmes artériels? Ils ont une tension basse, ils ont des troubles de circulation de retour, il y a des édèmes quelquefois, et puis qui vont et qui viennent comme ça. Bon, alors, bien. C'est donc qu'il y a quand même des problèmes vasculaires autres que les problèmes d'artère. Et puis, ils sont très importants. Et il y a les hémorragies. J'ai mis là, ça pour les mettre, les vasculaires, qui ne sont pas des maladies de sang, hein. C'est simplement la fragilité des vaisseaux, des petits vaisseaux. Il ne faut pas grand-chose. On ne se connaît même pas. Je ne montre aucune image, hein, parce que vous connaissez tout ça. Si je parle des médecins, je montre des images. Mais je ne vais pas vous en montrer. Et justement, ces hémorragies qui sont les échymoses, les dents qui saignent, les gencives qui saignent, le nez, c'est souvent des hémorragies très importantes pour les femmes avec leurs règles. Alors, il y a des manifestations digestives qui sont tout à fait essentielles. C'est la constipation et le reflux. Le reflux, c'est un signe vraiment très évocateur. Et puis, il y a une manifestation vésicale dont le signe le plus évocateur, c'est on a perdu le sens de l'envie de faire. Donc, on reste une journée, une personne, 3 jours. Et là, on est dans la rétention vésicale chronique. Ça peut arriver, et généralement, il y a ça, et aussi quelquefois des envies très pressantes, des manifestations de la bouche et des mâchoires, assez souvent le moment des mâchoires. Je ne vais pas vous faire remonter toute votre symptomatologie, mais simplement expliquer quelles sont les grandes catégories, parce qu'avec ça, un, on fait le diagnostic, deux, on met tous ces symptômes-là dans les signes, dans la fiche de demande, la LD, et on va chez le dentiste à 100%. C'est-à-dire qu'on est pris en charge à 100%, c'est l'ophtalmologiste aussi, pour les oreilles aussi. C'est ça qu'on demande aux caisses de sécurité sociale, parce que c'est lié au syndrome. Donc tout ce qui est lié au syndrome, il faut l'énumérer. Si on ne le met pas, ça ne sera pas. Cardiologie aussi, bien entendu. Et puis il y a les temps de manifestation respiratoire sur lesquelles j'insiste beaucoup, parce que c'est aussi un moyen d'action thérapeutique que plusieurs d'entre vous ont pu apprécier, notamment l'oxygène, mais aussi le percussionnel. Et puis il y a tous les problèmes concernant donc, la vie génitale, notamment les questions de grossesse, d'accouchement, et puis les manifestations cognitives. Pour nous, c'est un peu, on est dans l'expectative, on voit que beaucoup de personnes ont des difficultés d'attention, des difficultés de mémoire de travail, de se rappeler immédiatement ce qu'elles ont fait. On nous dit beaucoup le post-it, c'est le signe du post-it en quelque sorte, mais on l'a appelé comme ça, mais c'est vrai, parce qu'on sait, mais on n'arrive pas à évoquer. Mais la distance, non. Mais c'est pas du tout un signe, c'est pas Alzheimer, c'est pas du tout un signe de décalation mentale. Ce sont des difficultés cognitives, comme on dit, c'est un mot un peu bizarre, enfin, c'est de connaissance cognitive, de communication, de prise de conscience, d'information, d'interprétation, qui sont manifestement liés au syndrome par des biais qu'on cherche à trouver, et on a des pistes. Voilà, donc c'est avec comment on va vous examiner. À la fin, on conclut classique, hypermobile, vasculaire, vous avez un point d'interrogation, et puis autre, non classable, parce que quelquefois on ne sait pas. Les signes, on ne sait pas.
si vous voulez. Voilà. Alors voilà les critères du diagnostic. C'est ça que les médecins ont dans leur tête. On fait le diagnostic avec ça. Voilà. Donc, il y a les douleurs, la fatigue, les articulations hypermobiles, quand même ça existe, hein, 16%. La fragilité de la peau, les rhumatologues avaient commencé à décrire, c'est vrai, 17%. Le syndrome hémorragique, qui n'est pas du tout spécifique des formes graves vasculaires. Ça, absolument pas. Parce que on voit dans 80% de ces formes qui ne sont pas vasculaires, donc plusieurs ont été vus par les spécialistes vasculaires, et qui m'envoient maintenant des patients disant ben, c'est pas une forme vasculaire, c'est sans doute une forme hypermobile. Mais ils ajoutent, Dr. Franck, récemment, un patient me dit, dans un courrier qui fait tout le monde, le patient, donc je l'ai revu, et précisément, il y a des possibilités de dilatation vasculaire dans les formes hypermobiles. Parce que pour eux, l'hypermobile, c'était comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est les artères. Il y en a aussi la frontière, on peut passer à la frontière, elle n'est pas complètement fermée. Mais ne vous inquiétez pas de ça, parce que le but, c'est surtout de rassurer. C'est pour ça qu'on fait ces Doppler systématiquement, maintenant, pour être sûr, une fois depuis un an, chose dans un petit point, je pense, il faut mieux le savoir. Donc ça, c'est les hémorragiques qui est très évocateur quand même pour un médecin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle tout proprioceptifs, vous les connaissez bien, c'est ce qu'on appelle les maladresses, c'est les difficultés de marcher, les fausses entorses, parce qu'on se tord le pied, mais c'est pas une question d'évidence, c'est une question de proprioception. On n'a pas la perception du pied, c'est l'épaule qui glisse. C'est pas seulement l'hypermobilité, c'est aussi ça. Et puis il y a les signes, alors là, qui sont quand même évidents, la constipation. Le médecin n'aime pas la constipation, un symptôme, il n'aime pas tellement aborder. Mais la constipation, si vous êtes. La constipation, le syndrome hémorragique, la fatigue, les douleurs, pas beaucoup de diagnostics, et il y en a donc. C'est peut-être que le tissu conjonctif, et ensuite les reflux, les remontées, ne sont pas toujours aussi évidents, parce que quelquefois c'est la nuit, on dort, et le lendemain, on gratte, on a la voix rauque, c'est pas toujours le grand reflux, je brûle comme ça. Mais ça, on a un traitement. Maintenant, on a un traitement qui marche très bien. Oméprazole et les dérivés d'oméprazole, ça marche. Mais il faut mettre des doses. La dernière séance qu'on a fait ici, le gastroentérologue avec qui on dort insistait beaucoup là-dessus. Il faut mettre des doses, et matin et soir, et en continu. On commence à 20 mg matin et soir, on peut jusqu'à 40, voire 60. Et on y arrive. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est très pénible aussi. L'essoufflement, qu'on appelle en médecine dyspnée, difficulté à respirer. Donc, l'essoufflement qui est fréquent. Quelquefois, il faut un peu, excusez-moi, cuisiner. Ce sont des étoufsements, non. Répondre des poches de là. J'ai du mal pour mon souffle. Et il y a aussi du portable que je ne marche pas très bien. C'est la difficulté de parler dans le portable tout en marchant. Et aussi, on a du mal à porter le portable. Et donc, on a la sensation de blocage respiratoire qu'on avait sous-estimé dans les premières études. Peut-être on ne savait pas très bien le demander, c'est pas toujours facile, et qu'on prend souvent pour de l'asthme. Voilà, un diagnostic qu'on retrouve tout le temps. Petit à petit, les pneumologues finissent par penser que c'est pas forcément de l'asthme, parce que toutes les épreuves sont normales, et il n'y a pas d'insuffisance respiratoire. Un petit peu d'emphysème, quelquefois, c'est rarement, il y a quelquefois des petits problèmes avec ça, en général, il y en a. C'est très rare. Mais le cas, dans la famille, je m'aperçois que la grand-mère parle de ça. Je m'aperçois qu'il y a un cousin qui fait ça. Le père, des aériens, mais il fait des bleus, mais il a des douleurs articulaires, mais et on retrouve quelques-uns de ces 10 symptômes, et on fait le diagnostic. Et on sait que c'est familial, qu'il y a une transmission par un gène, et vous savez que ça se transmet chez les garçons comme chez les filles, mais ça se transmet une fois sur deux. C'est autosomique, c'est pas une chromosome sexuelle, et c'est domino. C'est-à-dire que si on, pour l'instant, c'est pas dépisté. Tout ça, vous savez, mais c'est pas impossible qu'on dépiste avant de trouver véritablement. Pour ceux qui fréquentent des généticiens, maintenant, je suis meneur des choses. Donc il y a de l'espoir, c'est pas des faux espoirs, ça va avancer cette affaire. Parce que c'est quand même très important de savoir si avant, qui en a. C'est légitime.